Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. À Racaille, la 148e, avec Piquécou à la régie, Jean à l'instruction publique et plus particulièrement artistique. Et Shlomo, il va vous causer tout de suite, après le temps des cerises de Noir Désir. Je crois qu'on est les seuls à le penser. Là, de l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, oui, c'est là où il stagne la plupart du temps. L'artiste et l'engagement politique, en ces temps troublés d'érections pestilentielles, voilà, il sait pas trop où il en est, le pauvre mec. L'artiste et la religion, là, par contre, c'est plus rassurant, ça dure depuis 2000 ans au moins, donc il s'y est fait petit à petit. L'artiste et la science, c'est un peu trop pointu alors qu'il est pour lui. Contrairement à ce que c'était il y a quelques siècles, l'artiste et l'autorité, et vous savez ce qu'on y dit à l'autorité. Bon, je vous le laisse dire toute seule dans votre petit coin, parce qu'ici on a décidé, on a fait un vœu, je pense que mes camarades aussi, c'est d'être des gens corrects, qui parlent avec un langage chantier. Salut à tous, ça va pouvoir démarrer. Mon Jean, de quoi tu vas parler? Oui, adhésion et rejet, c'est le deuxième volet de notre thème adhésion et rejet aujourd'hui. Donc on va parler d'art contemporain. Voilà. Et ceux à qui ça plaît pas, ils peuvent aller se recoucher. De toute façon, c'est ce qu'on va faire aussi parce que ça nous plaît pas non plus. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme un faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers des flots d'ignominie. Les Maximes du camp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier « Vive la commune !» Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Bonjour, alors c'était Elle n'est pas morte, une chanson interprétée par Catherine Perrier, une chanson écrite par Eugène Pottier en 1886, peu après la mort de Jules Vallès. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Oui, pourquoi la commune? Pourquoi évoquer Jules Vallès ce matin? Sur Radio Libertaire, c'est pas une grande nouveauté. Mais c'est une nouveauté, par contre, pour nos hommes politiques en toc, comme Monsieur Mélenchon, qui en fait des tonnes sur la commune, sur Vallès, sur Louise Michel, qui l'invoque à tout propos. Il a découvert ça il y a 15 jours, alors j'imagine que c'est quand même une émotion. Oui, bon genre, et qui nous donne l'occasion, entre nous, les camarades de cette émission, de pouvoir blablater sur les enjeux de cette érection pestilentielle, si on peut l'appeler ainsi, et on se le permet,
on se fout tellement de ces choses absconses que voilà. Mais Monsieur Mélenchon, par contre, lui engrange apparemment des milliers et des milliers de sympathie de gens qui voient pas, qui vont en fin de compte se faire empapaouter, d'après mon ami Jean, qui est très sceptique, pour pas dire antiseptique, à ce personnage et à ce qu'il revendique, qui regarde ça avec une certaine distance. Ce que je peux comprendre, parce que moi aussi, pauvre con, devant mon poste de télévision, quand j'ai vu la Bastille, quand j'ai vu Toulouse, quand j'ai vu Limoges, et surtout, en dehors de Mélenchon, surtout les foules qu'il arrive à faire se ramener et qu'il arrive à faire, à qui il arrive à faire croire le message, enfin, justement, en invoquant, de mon point de vue, abusivement la commune. Parce que la commune, comme le rappelle cette chanson de Gênes Potier, c'est 100 000 morts fusillés. Enfin bon, les bourgeois nous disent c'est pas vrai là, 100 000, non 30 000 à tout casser. Mais enfin bon, on peut s'imaginer qu'ils essayent de minimiser les massacres parce que c'est pas reluisant. Alors qu'un politicien qui a dans les endosses 30 ans de parti socialiste vienne essayer de nous faire passer le message que oui, lui, il s'appuie sur justement la commune avec tout ce que ça comporte d'atrocités, de souffrances et en même temps d'espoir immense pour les prolétaires de ce pays, et puis pas que de ce pays, d'ailleurs, ça a eu un retentissement dans le monde entier. On dit que Lénine s'est fait inhumer dans le drapeau de la commune. Enfin, je sais pas si c'est vérifié, j'ai jamais été vérifié en Russie, j'ai pas été voir son sarcophage, mais enfin bon, pour dire que c'était très important et que M. Mélenchon ferait peut-être mieux d'être un peu plus discret à ce sujet, n'est-ce pas, mon jeu? Ouais, enfin, il y a un besoin, quoi, on va dire. Et à propos de la commune, moi je voudrais parler d'un spectacle que j'ai eu la chance de voir dimanche. C'est un spectacle qui se joue à la Cartoucherie. C'est une compagnie qui s'appelle les Laurialais, qui est hébergée par le Théâtre du Soleil. Et en fait, donc le spectacle s'appelle Notre Commune. Donc à partir d'un char, il y a une déambulation dans le parterre de la Cartoucherie. Et c'est un bonimenteur loquace qui a une chemise en sang, qui est mort le 28 mai 1871 et qui va haranguer la foule et raconter donc la commune. Et avec lui, il y a un deuxième personnage qui, lui, justement, a le souffle coupé devant autant d'atrocités et lui qui va mimer les divers épisodes évoqués, quoi. C'est vraiment un spectacle très poignant. Enfin bon, moi j'ai forcément pleuré une partie du temps. Mais... Et on recommande évidemment ce spectacle à M. Mélenchon. Voilà. Donc c'est jusqu'au 15 avril et c'est tous les jours à 14h30 et c'est 10 €. Donc c'est vraiment intéressant d'y aller, quoi. Tu as des doutes sur la capacité de Mélenchon à verser une larme sur un... Oui, un peu, oui. Non, puis je dois dire que toi, tu me... C'est un métier. Ouais, soit je dois dire que tu me l'as descendu en flamme hors micro. Alors bon. Non, mais en même temps, je comprends qu'il y a un besoin là, tu vois. Il a le talent en fait il a eu le talent de réveiller ce besoin maintenant. Bon. Tu veux dire que il réveille le besoin de milliers de futurs couples. Par exemple, là, je vais vous parler de délocalisation. Je doute qu'il ait la volonté d'arrêter ça, quoi, si tu veux. Peut-être Poutou, la volonté de Poutou, voilà. C'est 0,5% des votes, hein. Ouais, des intentions de vote. Et puis ils sont bien contents. Oh oui, ça, je pense que ça l'arrange bien. Oh, un petit 5%, remarque, il serait remboursé de ses comptes de campagne. Enfin bref, là c'est un film en fait qui s'appelle Sauf qui peut, d'une certaine Clarisse Feltin, que je connais pas, hein. C'est un film qui est passé mardi soir sur une chaîne publique, je sais plus si c'était la 2 ou la 3. Évidemment, on imagine que c'était pas en prime time, hein. C'était... du genre 22h ou 22h50 même peut-être. Parente avec Monseigneur Feltin. J'en ai aucune idée. Voilà, Sauf qui peut, ça s'appelait. C'était le soir en fait, le mardi soir, c'est-à-dire le soir de la dernière émission d'Art Racaille. Donc j'ai pas pu vous en parler la semaine dernière évidemment, mais je vous en parle ce matin. Je te rappelle de la publicité, hein. Mini-doux, aussi doux qu'un petit nid d'oiseau. Ça te dit quelque chose, ça? Oh, du tout. Regardez pas les mêmes émissions. Voilà, c'était un produit, tu sais, pour adoucir les serviettes, le linge de toilette, quoi, le linge de maison. Ah, c'est sympathique.
Voilà. Le monde du travail, lui, si tu veux, n'a pas exactement le moelleux d'une serviette éponge, et puis ça s'est pas vraiment arrangé depuis l'élection du petit ventilateur, tu en seras d'accord avec moi. Oh, tout à fait, mon Jean. Bon. Ouais. En moins de 10 ans, les salariés de la marque de linge de maison Descamps, tu connais ça quand même? Non, mon Jean. Même pas? Non, Même pas un petit gant de toilette de la maison Descamps? Non, enfin, Descamps n'est pas inconnu, mais bon, j'aurais pas pu dire si c'était une maison qui fabriquait les gants de toilette. Oui, voilà, c'est à peu près ce qui se fait de mieux, disons, en France, on va dire, Descamps. Voilà. En moins de 10 ans, donc, les salariés de cette marque ont vu leurs effectifs amputés des 2/3. Sur les 5 sites de ce fleuron, de l'industrie textile française, 4 ont été fermés et leur production en partie délocalisée en Inde. Il n'en reste donc plus qu'un seul, en fait, celui de la maison mère, enraciné à Régny dans la Loire depuis 1871. Tu vois, c'est pas jeune, comme entreprise, voilà. Tu l'as fait exprès ou quoi? Même pas, tu vois, c'est vraiment... Ouais. Non, tu m'attribues des vertus, plus de vertus que je n'en ai. Mais c'est touchant, ceci dit. Ouais. Donc, je l'ai fait exprès. Le 29 juin 2010, le groupe Descamps a déposé le bilan au tribunal de commerce de Paris. En jeu, plus de 400 emplois et la survie de l'usine, qui est évidemment le cœur économique de ce village de Régny. C'est là, en fait, que commence le documentaire de Clarisse Feltin, donc Sauf qui peut, qui est passé à la télévision la semaine dernière, comme je l'ai dit, et qui démonte les rouages d'une procédure de redressement judiciaire, et en révèle les enjeux sous-jacents. 6 repreneurs, en fait, se sont déclarés candidats au rachat. Ah ouais. Parmi ceux-là, ça te dit quelque chose? Ouais. Parmi ceux-là, le propriétaire lui-même, qui est le groupe italien Zucchi ou Zucchi, je sais pas, associé au fonds d'investissement Astrans Capital, je dis bien un fonds d'investissement, ou la société Maison de la Literie qui aimerait acquérir la marque pour compléter son offre de matelas et de sommiers. La Maison de la Literie, c'est un autre repreneur éventuel. C'est au tribunal de commerce qu'il revient de trancher entre plan de continuation et plan de cession. Les tribunaux de commerce sont une institution à part. Je vais en dire un petit peu là-dessus. Les magistrats, par exemple, ne sont pas des juges professionnels, mais des commerçants. Tu le savais, ça? Je pense que je savais ce genre de choses, oui. Alors évidemment, ils sont souvent taxés d'opacité, mais la réalisatrice est parvenue, en fait, à en pousser les portes, tu vois, pour raconter comment se joue dans ces tribunaux l'avenir d'une entreprise. Entre concurrents, la guerre est déclarée, et les affrontements se font féroces de coups bas en coups de force. À la faveur d'une erreur de courrier, heureusement de temps en temps il y a des petites bêtises comme ça, les salariés ont ainsi la surprise de découvrir que leur propriétaire, le groupe Zucchi donc, a nommé le président d'Astrans Capital, donc ce fonds d'investissement, au poste de directeur général de Descamps, comme si ça avait quelque chose à voir. Quant à l'administratrice judiciaire, chargée de rechercher une solution pour assurer la survie de l'entreprise, elle apprend qu'une rumeur circule, probablement colportée par Astrans, sans qu'on ait des preuves, mais enfin bon, à qui profite le crime, selon laquelle elle aurait touché de l'argent pour soutenir le plan de reprise de la Maison de la Literie. Ouais, d'accord. Des méthodes de voyous et de pauvres types, résume-t-elle lapidaire devant la caméra de Clarisse Feltin. Le ton se durcit, la pression monte. Au milieu du champ de bataille, les salariés de Descamps, pris entre les tirs croisés de financiers peu concernés, c'est le moins qu'on puisse dire, par leur réalité, se battent pour tenter de faire entendre leur voix. Comme l'administratrice judiciaire, ils soutiennent le plan de la Maison de la Literie, qui met en avant son réseau de points de vente et surtout s'engage à ne procéder à aucun licenciement. Mais au terme d'un ultime coup de théâtre, c'est Astrans Capital qui l'emporte. Bah voyons. Depuis, une vingtaine de personnes ont été licenciées. L'usine tourne au ralenti, souligne la réalisatrice, et les employés craignent à terme la liquidation du site. Le documentaire se conclut sur ce constat d'une ironie mordante. Zucchi et le groupe Astrans ont un avenir plus radieux. Les résultats financiers et le cours en bourse se sont améliorés depuis l'achat. Si l'on regrette que le film ne soit pas arrimé fermement à un point de vue, celui des salariés ou celui de l'administration judiciaire, ça flotte un tout petit peu. Elle a voulu sans doute être trop objective, mais enfin bon, ça a aussi des avantages. Afin de nous faire vivre avec plus d'intensité, tu vois,
émotionnel, on va dire le récit du conflit. Hein. Il y a dans cet entrecroisement des regards une volonté de mettre en scène le choc de deux mondes. Hein. C'est vraiment ça, celui des affaires et celui de l'industrie. À l'heure où la campagne présidentielle, tu le rappelais, est rythmée par les déclarations des candidats sur la nécessité de relancer l'industrie, ce film a le mérite de nous aider à comprendre les enjeux de la mondialisation, le pouvoir des financiers, mais aussi le rôle des tribunaux de commerce. Une matière indispensable pour aborder un débat crucial. Voilà. Et j'en profite parce que je pense que ce film, Sauf qui peut, de Clarice Feltin, doit pouvoir se trouver en DVD ou être revisionné sur le site de la télévision publique, France 2 ou FR3. C'est vraiment à voir. Je vais en profiter pour rappeler quelques films dans la même veine qui sont à visionner d'urgence. Il y a Silence dans la vallée de Marcel Tria, Les Molex des gens debout, ça c'est de José Alcala, ou même récemment, c'est sorti au cinéma, Entre nos mains de Mariana Otero. Ah oui, c'est super, ça. Ouais, oui, merci mon Jean, mais alors là, je voudrais abonder, on est allé voir, quand était ce film Parole d'ouvrier. Parole d'ouvrier, voilà. Mémoire d'ouvrier. Mémoire d'ouvrier, où il était question aussi, tu sais, qu'il y avait un groupe australien qui s'appelle, je sais plus comment, un nom exotique, là, qui avait racheté les dernières fonderies d'aluminium du coin, qui font vivre la vallée depuis, je sais pas combien de décennies, et où les ouvriers disaient, nous, non, on n'a plus d'interlocuteur, toi, ça pourrissait lentement. Et j'ai appris récemment, justement, que tout ça va se terminer maintenant qu'ils ont tout absorbé, ils vont délocaliser aussi toute la production dans un pays où ça coûte pas cher. Et c'est la fin, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Donc c'est pas quelque chose d'accidentel, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe actuellement avec la mondialisation, quoi. C'est-à-dire des sites qui faisaient vivre des vallées, des villages, etc. depuis des décennies, sont repris par des fonds d'investissement, qui sont eux-mêmes absorbés par d'autres, etc. Ça disparaît complètement dans les brumes des choses financières, et puis les ouvriers et les villages et les vallées, ils crèvent. Dans l'indifférence quasi générale, et surtout de nos politiques qui en ont rien à foutre. Parce que s'ils voulaient se bouger le cul, ils le feraient. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment de l'indifférence. Je crois que c'est de l'incapacité. Oui, bien sûr, mais incapacité, indifférence. En fait, c'est une guerre. Il faut comprendre ça. Et une guerre, il va falloir se battre, et méchamment. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Il y avait aussi un film que j'avais vu qui s'appelait Parole de Bips de Jocelyne Lemaire qui recueille tous les témoignages des Michelin, et c'est pareil, c'est vraiment un très très beau film. Et d'ailleurs, Jocelyne Lemaire a été très très embêtée après ce film parce qu'elle s'était endettée et ça s'est plutôt mal passé, quoi. Ok.
C'était Les Ouvriers, interprétés par Sanseverino. Sur Radio Libertaire, la seule radio qui défend les prolos. Sans Dieu, sans maître et sans pub, avec Piquet-Cou à la technique, dont vous entendez parfois la voix. La nouvelle voix de la Fédération. La nouvelle voix de la Fédération. Oui, parce que l'autre, elle commençait à devenir la voix de Robert est un peu... Oui, oui. Oh bon, ça va, Jean. Avec mon Jean qui va vous causer tout de suite de l'abécédaire de l'art contemporain. Ouais, un petit bouquin formidable, vachement bien fait. Moins bien écrit pour moi que celui dont on avait lu un extrait il y a 15 jours, qui était Panorama de l'art contemporain. Un peu moins bien écrit, mais très très bien fait, je trouve. Ça vaut 3 € ou 3,50 €. Oh bah c'est pour ça que c'est moins bien écrit. Il y a 3 personnes. Non, mais quand je dis moins bien écrit, en fait, mais est-ce que je dois vraiment le dire? Parce que j'ai peur que tu... Non, mon Jean. Enfin, écoute, la liberté d'expression, ici, n'est pas un vain mot. Voilà. Il Alors, une posture. Catherine Franblin, Damien Sausset et Richard Lédier. Oui. Voilà. Ce sont des gens qui se compromettent dans Art Press. Oh, voilà, je savais qu'il fallait pas que je le dise. Oh là là. Ah, tu t'es fait avoir, là. Ah oui, là, c'est toi qui as demandé. Oui, mon Jean. Voilà. Le piège était grossier, quand même. Oui, le piège était grossier, voilà. Ce petit livre donc, dont je disais qu'il était vendu 3 € ou 3,50 € et qui est quand même assez... c'est très court, mais c'est vraiment exhaustif. Est organisé autour de 3 axes, en fait. Les mouvements qui se sont succédés depuis la fin des années 60, les artistes qui se distinguent, on va dire, par une pratique spécifique, et puis, et ça me paraît vraiment très intéressant dans ce livre, quelques notions abstraites de base, comme la fragilité, par exemple, mais on verra ça tout à l'heure. Pour les auteurs, en fait, l'une des spécificités de l'art contemporain est d'avoir mis fin à une triple illusion. La première, c'est l'éternité des œuvres. La seconde, l'éternité de leur ubiquité. On vous en dira plus tout à l'heure. Et la troisième, c'est l'éternité de leur évidence. L'art contemporain est éphémère par nature. Il est fragile et il se transforme à mesure que le temps passe. L'illusion d'éternité indiquait qu'une œuvre était à la fois ce qui transcendait l'histoire et caractérisait un moment de l'histoire, histoire de l'art ou l'histoire tout court. Or, les matériaux mêmes qu'emploient les artistes contemporains sont souvent périssables, s'autodétruisent lentement. L'ubiquité voulait qu'une œuvre soit toujours identique, quel que fût le lieu où elle était présentée. Nombre d'œuvres de l'art contemporain, notamment les installations ou les performances, refusent ce diktat. Beaucoup sont produites pour un lieu précis, ou au contraire, nient l'idée d'unicité en devenant multiples, c'est-à-dire produites à plusieurs exemplaires. L'art est dès lors indexé à un espace de présentation. Enfin, l'illusion d'évidence voulait que chaque spectateur possédât le savoir nécessaire à sa compréhension. Cette illusion, directement issue de la Renaissance, reposait aussi sur le fait que l'œuvre d'art avait un public spécialisé et une destination précise. Au contraire, l'art contemporain repose le plus souvent sur un effet qui serait de l'ordre de la sensation pure et de l'immédiateté des significations. Nul besoin aujourd'hui de connaître l'iconographie attachée à certains personnages antiques ou religieux. Bien sûr, les œuvres contemporaines s'inscrivent toujours dans les limites d'une culture déterminée. Il faut en effet savoir qui est Marilyn pour apprécier une toile d'Andy Warhol. Cependant, ce renversement a contraint nombre d'artistes à concevoir différemment leur pratique artistique. Désormais, les œuvres se proposent de donner des informations sur le monde, informations sur la subjectivité de l'auteur. De ce fait, l'art contemporain se trouve souvent à la frontière qui sépare l'information de la fiction, frontière entre le documentaire et la mise en abîme de notre société. Tracer l'histoire de l'art contemporain depuis la fin des années 1960 revient aussi à voir et à comprendre comment les artistes ont dû prendre en compte ce nouvel ordre consumériste, quitte à le refuser pour s'enfermer dans le secret de leur atelier. Pour cette raison, cette histoire de l'art contemporain débute avec le pop art et Warhol, premier artiste qui a véritablement pris en considération ces phénomènes. Ces sérigraphies, directement issues des images des médias, ne célèbrent-elles pas l'ère de la banalité, l'ère où l'œuvre d'art entre définitivement en crise
face à la concurrence féroce d'une société désormais tournée vers le spectacle de sa propre réussite. À la même époque, certains artistes tentent, par d'autres moyens, de surmonter cette impasse. Fluxus, les prémices de l'art corporel, mais aussi le formalisme de l'art minimal, constituent autant de réponses possibles à cet état de fait. C'est également vers 1965 que surgit une jeune génération d'artistes utilisant la photographie comme nouveau médium. Celle-ci leur sert de support d'information et d'outil objectif au service d'une pratique artistique. Merci Piquécou. Bon, en fait, quand je disais que c'était moins bien écrit que le petit panorama de l'art contemporain, c'est plutôt que, si tu veux, on sent dans cette écriture, mais qui est quand même pas mal, hein, je trouve que ça est assez clair, hein, on sent quand même que ce sont des acteurs de cet art contemporain. Et donc, par là même, il manque d'esprit critique. Tu sais, on sent que professionnellement, ils vivent de ça, ils en vivent. Voilà, et je trouve, c'est en ce sens, en fait, que je trouvais que Panorama de l'art contemporain, était plus intéressant. C'est de Hendrik Henrich? Non. Ah non, pas celui-là, non. Non. Par contre, tu m'ennuies parce que j'ai oublié le nom du gars. J'ai oublié son nom, ça me reviendra peut-être en cours d'émission. Voilà. Ouais. Je trouve que dans ce sens-là, c'était un peu supérieur. Mais ce livre-là est remarquablement organisé. Hein. C'est vraiment un petit bouquin qu'on peut avoir sur soi et tout y est. Voilà, en quelques lignes, tout y est, c'est quand même pas mal. Hein. C'est édité par Flammarion, donc l'ABCDR. Hein. ABC, ça s'écrit majuscule d'air. Voilà. L'ABCDR de l'art contemporain. Donc c'est édité par Flammarion. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, et seulement celle-ci, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, fille du calvaire ou République. Marche à pied, en deux. Des gamelles, mais des bidons, dont des gamelles et des bidons, vous en avez, nous en avons, plein le dos, plein le sac, plein le fond des godillots. Un bidon d'eau, 2 bidons d'eau.
C'était Morane qui interprétait Warhol pour Monroe. Je vous rappelle le numéro du studio, c'est le 01 43 71 89 40. Donc si vous voulez nous appeler plutôt en début des plages musicales. Merci Piquet-Cou sur Radio Libertaire, la foi telle armée d'érosion anarchiste, Saint-Dieu, sans met des immeubles les idées. Alors, ça. Tu imites un permanent ou non? Ah oui, comment on l'appelle déjà? Comment c'est que vous avez baptisé? Si, dis-moi. Bon, bref, donc... C'était Boom, c'est Garsfield. Garsfield. Bref, tiens, j'en profite aussi pour rappeler le numéro de téléphone de la librairie Publico, 01 48 05 34 08, et le site internet, après les W, librairie-publico.com. Et puis, Piquet-Cou, qui a les neurones en meilleur état que les nôtres, on va dire, se rappelait très bien que Panorama de l'art contemporain, c'était Gérard Denisot. Ah, oui, d'accord. Oui. D'accord. Et puis là, donc, il en a été question dans le texte dont Piquet-Cou vous a lu un extrait, Fluxus. Ouais. Fluxus, je vais dire, c'est depuis 1960, c'est un mouvement d'art contemporain, mais qui dure parce que, si tu veux, les artistes qui l'ont initié, enfin, une partie d'entre eux sont encore vivants et en activité aujourd'hui. Hein. Ouais. Le mouvement international baptisé Fluxus, lors d'une soirée musicale, il faut le préciser, hein, par le galeriste new-yorkais George Maciunas, d'origine grecque, j'imagine. Hein. George. Regroupe des artistes américains et européens pour lesquels l'art n'a ni lieu ni forme privilégiée, mais s'étend à la vie elle-même, hein, perçue comme une œuvre d'art potentielle. Jusqu'ici, c'est plutôt sympathique, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. Ces activités couvrent de nombreux champs d'expression, hein, de la musique expérimentale, représentée entre autres par John Cage. Hein, je crois me rappeler que Piquet-Cou nous en a passé la semaine dernière ou il y a 15 jours. La dernière fois, oui, qu'on avait parlé j'ai passé des sonates pour piano préparé. Voilà. Quand je vous ai dit que ces neurones étaient dans un autre état que l'autre, c'est songer. Même pire que ça. Oui, il va falloir songer à s'en séparer. On passe pour des vieux cons. Ben oui, c'est sûr que c'est pas difficile, mais bon... Mais à côté d'elle, bon. Terrible. Hein. Okay. Voilà. Donc de la musique expérimentale représentée entre autres par John Cage, hein, à la performance avec George Brecht, hein, pas confondre avec Berthold, par exemple, jusqu'à l'art vidéo, hein, où se sont illustrés Nam June Paik, hein, ou Wolf Vostel. Hein, tu vois de quoi il s'agit? Pas du tout. Non, mon Jean, écoute, moi je suis comme les auditeurs, je suis là pour apprendre. Hein? Il est franc. Bah oui, mon Jean. Puis avoir un professeur comme toi, c'est plus agréable que d'avoir les vieux schnocks qu'on avait dans notre jeunesse. Hein. Voilà, bon là, ça va t'intéresser davantage. Hein. Héritier de l'avant-garde dadaïste, Fluxus se révèle inséparable d'un esprit expérimental et libertaire. Oui, ça, t'as des gros doutes. Oui, un peu, oui, quand même. Fait d'indifférence à l'égard de toute considération esthétique, hein, et de mépris à l'égard du système de l'art, qui finit toujours par vous récupérer. Faut pas se faire d'illusions. Non. Typique à cet égard est la position de Robert Filiou, hein, dont les œuvres obéissent. Tu vois qu'il s'agit. Il l'a bien fréquenté, bien connu. Oh, ça va, Jean. Dont les œuvres obéissent au principe d'équivalence entre bien fait, mal fait, pas fait, hein, et qui, après avoir créé une galerie dans son chapeau, ouvre en 1966 avec George Brecht, hein, un centre pour la création permanente, nommé la Cédille qui sourit. Oui. Joli, non? Une souris verte. Enfin bon, le centre propose des jeux, des objets dérisoires, des poèmes à suspense, hein, et des rébus vendus par correspondance. Il faut quand même vivre. Hein, il faut bien vivre. À la suite de l'une de ses performances en 1962, Ben. Oh oui. Voilà, là, parce que là aussi, tu l'as beaucoup fréquenté. À Nice. Hein. Mais t'as été niçois, pourquoi Non, mais il me harcèle avec son blog, là. Pourquoi t'assumes pas ton bilan, toi non plus? Il nous en dira pas plus, hein, vous avez compris. Hein. Voilà, donc, à la suite de l'une de ses performances en 1962, Ben rejoint Fluxus. Hein. Ben à jouir. Ouais, Ben à jouir, et systématise le geste d'appropriation de Marcel Duchamp, parce qu'on en revient toujours là, en décidant de tout signer, à commencer par Dieu. Oui, d'accord. Bon.
Ouais. Le langage est le principal véhicule de son expression, fondé sur de courtes déclarations écrites à la peinture blanche sur fond noir. Mais aujourd'hui, on en trouve même des cartes postales à foison dans les meilleures boutiques autour de Beaubourg et de Notre-Dame. Nam June Paik élabore lui de savantes vidéosculptures. C'est un artiste d'un autre niveau, si vous voulez mon avis, qui perturbe les paramètres spatiaux et temporels de l'œuvre, ouvrant la voie aux initiatives de ses compagnons. Il est ainsi peut-être le protagoniste principal du mouvement, celui qui a fait le plus en fait pour Fluxus. Pour Joseph Beuys, dont nous avons plusieurs fois parlé ici. C'est un des favoris d'Arakaï, la rencontre, parmi les artistes dits contemporains, on va dire, la rencontre des membres de Fluxus est capitale. L'artiste allemand qui refuse comme eux les formes artistiques traditionnelles multiplie entre 1963 et 1974 les actions spectaculaires et au risque de la provocation affirme la primauté de la vie. Voilà. Et puis, donc, dans ce livre, il est aussi question, parce que Fluxus repose principalement, au moins au départ, sur ce concept de fragilité. Je vais préciser que l'art a bien à voir avec la mort. Il traite toujours plus ou moins du temps, c'est-à-dire de l'impalpable, de l'éphémère, de la disparition. C'est ça la finalité. En 1920, découvrant que la poussière s'est accumulée sur son... À nouveau, on revient à Marcel Duchamp, découvrant que de la poussière s'est accumulée sur son grand verre posé à plat dans son atelier. Marcel Duchamp décide d'en fixer la trace avec un vernis et invite Man Ray à photographier cet élevage de poussière, comme il l'a baptisé, qui reflète le passage du temps. Car la poussière, matière volatile, est aussi un révélateur du réel. C'est ce que montre Claudio Parmigiani en 1970, l'un des artistes les plus intéressants d'Arte Povera, lorsqu'il ôte du mur des tableaux qui s'y trouvaient depuis longtemps, tu vois, pour laisser apparaître l'espace nu où seul subsiste leur empreinte. Voilà. La plupart des artistes de l'Arte Povera partagent ce désir d'exprimer l'évanescence fondamentale de la réalité. Inspiré par leur travail, Wolfgang Leib réalise des œuvres d'une couleur éclatante, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, avec du pollen récolté dans les champs autour de chez lui. Moi, ça m'émeut toujours. Ouais, tout à fait. Les couleurs du pollen sont magnifiques. Ah, puis c'est un jaune extraordinaire. Un jaune légèrement soleil, comme ça. Enfin, Michel Blasi préfère la purée, lui. Carottes, germes de lentilles ou jus de brocoli. Au fil du temps, ces œuvres se couvrent de moisissures, croissent et meurent. Cet attrait pour la fragilité déborde la seule question du matériau, vous l'aurez compris. C'est un état d'esprit, en fait, consistant à ne pas sacrifier à l'esthétique, à fuir toute posture héroïque. Voilà pour mon petit papier sur Fluxus et la fragilité aujourd'hui. Sauf que moi, j'ai un copain, quand j'étais à Avignon, là, Fred, un jeune artiste qui avait fait les Beaux-Arts de Grenoble, qui faisait des installations avec des sculptures qui l'enduisaient de confiture. Et justement, ça produisait des moisissures magnifiques, tu vois. C'était vraiment... moi, quand je ricanais au début, je dis, Fred, tu te la joues, là. Et puis, quand j'ai vu l'évolution du travail avec les moisissures, etc., c'était vraiment extraordinaire, tu vois. Bon, évidemment, ce sont des œuvres éphémères, mais je trouve que la démarche... Alors, quand ils nient l'esthétique, je suis pas sûr qu'ils y parviennent vraiment, parce que c'est une esthétique aussi. Quoi, complètement. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et particulièrement les moisissures de la confiture de framboise. Alors, le problème, c'est que j'aime tellement la confiture de framboise que... Non, mais quand j'ai un pot qui s'est fait piéger dans mon frigo, j'ai toujours une larme en même temps qui me vient. Non, mais Fred, je crois que c'est de la confiture qu'il fabriquait lui-même. En plus. Non, c'était intéressant. Dans ce but-là. Dans ce but-là. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je vous mettrai un lien vers Fluxus sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com. Voilà, bon Jean, au moins vous êtes informé, parce que j'écoute régulièrement Radio Libertaire et il y a des camarades qui devraient s'inspirer de notre Jean, parce qu'on paume. Moi j'ai écouté des choses très intéressantes et il n'y avait aucune information sur le médium, on pouvait les voir, on pouvait les consulter, etc. Voilà, vous avez bien compris, Robert. Le modèle à suivre, c'est Arakai, en toute objectivité, bien sûr.
C'était Bernard Lavillier, attention, fragile. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, avec Piquet-Cou à la régie, au téléphone, enfin bref, elle fait tout. Et notre Jean... La voix de la Fédération anarchiste. La nouvelle voix de la Fédération anarchiste. Robert étant l'ancienne voix. L'ancienne voix, avec Jean. Ouais. Notre hussard noir dans la République, par contre, il est toujours aussi noir. Hein. Pas de... Vous verriez, enfin, ça fout un peu le stress parfois. Mais enfin bon, comme il nous apporte tellement, notre Jean, qui va vous parler... non, c'est pas lui qui va vous parler dans le fond, c'est moi. Non, c'est toi. C'est moi. Mais sur un texte de notre Jean, parce que là, il est partout. Hein. Il est dans toutes les cases du jeu. Histoire d'avis, histoire d'artiste, histoire des mouvements d'orques au douboureux. Land Art, depuis 1968. Bon. Donc, le Land Art n'est pas à proprement parler un mouvement. Oui. Aucun artiste, hormis Walter de Maria, ne s'est explicitement réclamé de cette dénomination. C'est vrai on pourrait penser à Arpezouille, mais pas du tout. Simplement, les historiens ont pris pour habitude de regrouper sous cette appellation un ensemble d'artistes essentiellement américains qui, à la fin des années 1960 et durant les années 1970, choisissent la nature comme territoire privilégié d'intervention. Cette volonté de sortir du cube blanc de la galerie, ce refus de l'atelier clos en tant que lieu de production des œuvres, ce besoin de mettre littéralement en crise l'objet artistique résultant bien évidemment d'une mise à distance critique de l'art de cette époque, notamment de la célébration ironique du spectacle de l'Amérique par le pop art, et du formalisme technologique de l'art minimal. C'est vrai que le land art, à côté de ces clowneries, c'est quand même autre chose. Même si des similitudes peuvent être remarquées, l'activité d'artistes comme Robert Smithson, Robert Morris ou Christo, Jean Dibet, Michael Ezer, Nancy Holt, Denis Oppenheim ou du Canadien James Turrell, dont nous avons plusieurs fois parlé ici, diffèrent radicalement. Non, mais il y a des trucs que j'ai loupés. Non, t'as été ému aux larmes. Bon. Mais si tu sais, le cratère... Le cratère... oui, ça y est, oui, d'accord. Bon, ça c'est James Turrell. Ouais, non, mais c'est avec ces putains d'élections, je suis complètement farci. Les espaces comme ça à créer uniquement à partir de lumière. Tout à fait, bon Jean. D'accord. Tout à fait, ouais. Tous participent d'un retour à une certaine mystique de la nature, notion directement héritée des romantiques du XIXe siècle en produisant des earthworks, œuvres dans et sur le paysage. Oui, dans et, parce que c'est effectivement dans et. C'est pas, Jean ne raconte pas des histoires, il fait pas des lignes pour faire des lignes, hein, ça veut dire quelque chose. On distingue néanmoins deux grandes tendances dans le land art. La première correspond à un large ensemble d'œuvres éphémères caractérisées par le dévoilement à travers des performances de signes présents dans le paysage. Ainsi des interventions dans la neige d'Oppenheim ou des corrections de perspective de Dibet. Alors, je pourrais mettre un petit codicile parce que j'ai, moi-même et en personne, toute seule, avec des enfants, fait les interventions de land art dans la neige, dans une classe de neige. Alors où ça ? C'était dans les Alpes de Haute-Provence, une station dont je me souviens plus du nom, mais où il y avait une très bonne fromagerie. Et il y avait une classe de neige là, donc j'étais l'intervenant artistique et avec des enfants, si tu veux, déclassés socialement. On était très peu parce que il fallait un encadrement assez fourni. Et je les emmenais se balader dans la neige, dans les bois, etc. On ramassait des pommes de pin, j'avais des pigments, on les badigeonnait de pigments à la main avec la neige, on mélangeait, etc. Puis après sur la neige, on faisait des compositions, tu vois, avec les pommes de pin colorées.
Et puis on avait fait un truc, on était intervenu dans les forêts sont très sombres, tout est gris, noir. On avait pris des petites feuilles de papier qu'on avait peintes aussi, qu'on avait accrochées comme ça à des branches. Et avec le vent, ça faisait un sous-bois, plein de petites couleurs, etc. Des choses. C'est super. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aucun de ces enfants n'est devenu artiste. Hein. Par contre, ils mangent tous du fromage. Oui, ça c'est possible. Non, la fromagerie est excellente. Oh là là, je peux pas vous dire. Enfin bon. Et on a eu droit d'ailleurs à une séance où on nous expliquait comment on faisait le fromage. On voyait avec leurs grandes machines là, le lait, le caillé, tout ça. Enfin bref. Donc le caractère fugitif et la difficulté pour le spectateur de se rendre sur place contraignent ces artistes à employer la photographie et le film comme support documentaire. Ouais, c'est un peu dommage. Quoi qu'il y a à Crest, il y a une fondation d'un sculpteur contemporain dont je me souviens plus du nom. Et dans cette fondation, il y a un parcours de land art donc qui est permanent et qui est assez extraordinaire parce qu'on peut faire aussi des choses permanentes. On peut utiliser. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Alors voilà, bon, ils utilisent la photographie évidemment et il y a des livres qui sont publiés évidemment pour porter la mémoire de leur travail. Ces documents se veulent mémoire d'une activité. Celle-ci, tout en interrogeant le réel et les conventions de représentation, affirme que tout enregistrement n'est qu'un vecteur ordinaire pour élargir le territoire de l'art au domaine de l'expérience, au domaine au pluriel, au domaine de l'expérience. L'activité, via le document, prend alors valeur de sculpture. On retrouve ce principe chez les Anglais. Richard Long, ah oui, j'ai vu à l'entrepôt justement à Bordeaux, il y avait une installation de lui sur la terrasse où il y a le restaurant, tout en haut de l'entrepôt. Il travaille avec des pierres. Et Hamish Fulton, qui effectue des parcours dans des sites isolés et désertiques. C'est pas lui qui avait peinturluré le massif montagneux qu'il y a. Hamish Fulton? Oui. Non. Si je crois. Hein, c'est ça. Qui avait peinturluré un massif montagneux dans la péninsule. Le territoire qu'il y a entre l'Égypte et la Palestine, là. Ouais, le mont, je sais plus comment. Bon. Hamish Fulton qui effectue des parcours dans des sites isolés et désertiques. Si chez Long, la photographie témoigne d'interventions momentanées, pierres alignées, en cercle, c'est ce qu'il y a à l'entrepôt à Bordeaux. Chez Fulton, l'image sert au contraire à attester l'action de la marche. La seconde tendance du land art, la plus connue, s'incarne dans de vastes structures qui remodèlent le paysage. Spiral Jetty de Smithson, Complex One de Hazel, Observatory de Meurice, Sean Tunnel de Holt. Bon, on a deviné que c'était toi qui allais te... Ouais, plutôt que de reporter le monde végétal ou le monde minéral sur la toile ou sur tout autre support, l'artiste agit directement sur eux, sans violence peut-être, mais avec une ambition qui confine parfois à la mégalomanie. Ça, c'est plutôt du côté de chez Christo. Ouais. Parce que bon, ils ne sont pas tous comme ça. Non, il y a pire, tu vas voir. Oui, il y a pire, ah oui, d'accord. De ce point de vue, l'exemple le plus célèbre reste Double Negative de Michael Eisner, un fossé colossal d'une largeur de 15 mètres sur une longueur de 457 qui a nécessité le déplacement de quelques 240 000 tonnes de roches dans le désert du Nevada. Alors, on en est sur le cul, parce que bon, je pense que c'est pas, voilà, c'est la performance. Non, c'est la performance pour la performance. Oui. Voilà. Même si la référence aux civilisations primitives, labyrinthes, pyramides est récurrente dans ses œuvres, cet aspect du land art doit aujourd'hui encore être perçu comme une interrogation critique sur la fonction de l'art, notamment dans sa dimension publique. Oui, je crois que c'est le plus grand apport du land art, il est là. C'est que, évidemment, c'est sa dimension publique. C'est-à-dire que là, il n'est pas confiné dans un musée, dans une galerie. Il est soit dans des livres photographiques, soit, évidemment, in situ, où on peut vraiment se déplacer et le regarder et éventuellement foutre des coups de pied dedans si ça nous embête. C'est le désert du Negev, non? Oui, voilà, c'est ça, le Negev, qui avait peint avec des rouges, des jaunes, des bleus, quoi, des peintures qui étaient théoriquement écologiques. Enfin, une intervention sur des sites aussi magnifiques, c'est un peu, ça fait zarbi, quoi. Voilà. Bah, merci mon Jean.
Et tout ça, non, c'est toi qu'il faut remercier. Ah non, quelle performance. Moi, je suis qu'une voix, une vieille voix de la Fédération anarchiste. Une voix qu'on me fout au rencard. Ouais. C'est http://arracaille.blogpost.com. Voilà, dans le pif. Voilà. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Alors c'était Land's End, un morceau composé par Terry Riley. Donc Terry Riley, un compositeur né en 1935 en Californie et qui est considéré comme un des fondateurs de la musique minimaliste. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui va bientôt s'éteindre, n'ayez pas de soucis, il y a du personnel de remplacement.
À Racaille, la 148e, je vois le personnel de remplacement qui se frotte les mains là-bas. Qui piaffe d'impatience. Avec donc le personnel de remplacement Piquécou à la régie. Jean, notre hussard noir, qui là, il est à Donf, à ma gauche, pour peut-être laisser la parole justement à celle qui piaffe. Oui, à celle qui piaffe, à cette jeune plan de carrière. Oh là 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 là. Pour Robert, c'est une. Je pense pas qu'il y ait plus fort comme insulte que plan de carrière. Je crois aussi. Ingénieur, peut-être. Peut-être. Oui. Ça se réglera. Ça se réglera. Donc Takashi Murakami, une exposition qui date de septembre 2010. Du 14 septembre au 12 décembre 2010, le japonais Takashi Murakami installa 22 œuvres inspirées par les mangas dans les appartements royaux du château de Versailles. Plusieurs semaines avant l'ouverture, Jean-Jacques Ayagon, le président du château de Versailles, pouvait se frotter les mains. L'exposition faisait en effet déjà beaucoup parler d'elle dans les médias. « Touche pas à mon château. Nous voulons la démocratie à Versailles. Un conservateur, c'est fait pour conserver. » Ces quelques slogans avaient été lancés par un petit groupe de manifestants, visiblement versaillais, de droite et conservateurs. Pas mort depuis la Commune, les Versaillais. En reprenant le jour de l'inauguration et sur des banderoles la blague de Gad Elmalek, l'art contemporain, pour rien, ils assénaient aussi aux caméras leur argument majeur. On ne confond pas les torchons et les serviettes. Non à la provocation de l'art contemporain qui ne respecte rien. Murakami et compagnie n'ont rien à faire au château de Versailles, proclamait déjà une pétition de 3500 signatures sur Internet, intitulée « Versailles, mon amour ». Elle avait été lancée en juin par une Versaillaise, animatrice de Radio Courtoisie. Oh non, c'est pas vrai. Et ayant écrit un livre sur Robert Brasillach. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, la totale. Le petit bonhomme au sexe pointé dont le jet de sperme forme un lasso, la petite bonne femme au gros sein dont le jet de lait forme une corde à sauter n'ont rien à faire dans les appartements royaux, affirmait-elle. Ils s'en privaient, les appartements royaux, de ces spectacles porno. En réalité, dommage pour elle, il n'avait jamais été envisagé de présenter ces deux réalisations à Versailles. Les œuvres de l'exposition Murakami ont été choisies avec soin afin qu'elles puissent être vues par tout le monde, comme c'était déjà le cas pour Jeff Koons, fera savoir Ayagon. La Versaillaise était épaulée par un étudiant d'Assas, féru de nouvelles technologies et opérant sous le pseudonyme d'Éric Martin. Le jeune homme, qui se disait de centre droit et catholique, se refusait à divulguer sur Internet le nom des signataires, car selon ses propres dires, ne pas aimer l'art contemporain pourrait être mal vu par ses futurs employeurs. Du courage. Ah oui. La liste des pétitionnaires et leurs commentaires furent par contre remis au ministre de la Culture Frédéric Mitterrand et à Jean-Jacques Ayagon. Une autre pétition, No en manga, contre les expositions dégradantes au château de Versailles, émanant de la coordination de défense de Versailles, recueillit pour sa part 3700 signatures. Animé par le président d'une association intitulée Union nationale des écrivains de France, qui avait déjà mené un petit combat contre l'exposition Koons, cette pétition reçut notamment le soutien du prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, l'un des descendants de Louis XIV. Son neveu, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, avait d'ailleurs saisi la justice en 2008 pour tenter de faire interdire l'exposition Koons, mais il avait été débouté par le tribunal administratif de Versailles, puis, en appel, par le Conseil d'État. Jean-Jacques Ayagon affirma que ces protestations émanaient de cercles d'extrême droite intégristes et de cercles très conservateurs. Il voudrait faire de Versailles, ajouta-t-il, un reliquaire de la nostalgie de la France de l'Ancien Régime, d'une France repliée sur elle-même et hostile à la modernité. Et le public, me direz-vous ? Le public fit un succès à l'exposition. Un succès assuré, vu que l'opération s'intégrait dans le circuit général de visite, firent remarquer, à juste titre, les grincheux. Eh ben, merci Piquécou, merci mon Jean. Un beau morceau de bravoure. Donc je mettrai un lien vers cette exposition. On en trouve des traces encore de Murakami. Septembre 2010, pas mal de gens s'en souviennent.
Robert n'y a pas mis les pieds. Hein. Non, parce que Versailles, c'est pas ma tasse de thé qui est... Murakami, en plus, ça fait 2 raisons de... Non, mais personnellement, j'ai rien contre le fait que Murakami ou Kuntz exposent à Versailles. Sauf que c'est pas si simple que ça. Là-dessous, il y a quand même des intérêts financiers, il y a quand même des magouilles de gens, de grands collectionneurs qui sont assez proches de Monsieur Ayagon, qui travaillent pour l'un d'eux. Bien sûr, on l'a dit déjà, il y a 15 jours. Hein, tout à fait, mon Jean. On a dit que le premier acheteur de Jeff Koons, c'était... Oui, c'était, comment il s'appelle Pinot. Pas Pinot. C'est pas un Pinot noir. Hein. Non. Et puis, ce que je voudrais, c'est qu'on comprenne bien, en fait, que quand on vous parle de scandale à propos d'art contemporain, écoutez ça avec la plus grande réserve. Hein. Oui, tout à fait. La plupart du temps, le public adhère. Hein. Il y a toujours les oiseaux de service qui pétitionnent, qui protestent, qui manifestationnent, mais la plupart du temps... Le public est adhérent et tout à fait en symbiose avec ces événements. Ou en symbiose, ou en tout cas, il n'ose pas dire ce qu'il en pense vraiment. Non, mais personne ne l'oblige à y aller, je veux dire. Il n'y a pas de scandale. Hein. Le scandale, c'est du marketing, tout à purement et simplement. Voilà, surtout quand il y a Jean-Jacques Ayagon et Frédéric Mitterrand dans l'affaire. Voilà. En tout cas, un lien vers cette exposition de Murakami, donc à Versailles. Quelques photos assez sympas quand même. C'est sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Merci, bon Jean. On fait de la musique ou on fait les expos? Oui, musique. Toujours. Bon. Of me and you. You wrote I love you. I wrote me too. I sit there staring and there's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel and soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I'd like 1 million of you all on myself. I want a doctor to take your picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down, I'm turning in, I'm turning out, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. I've got your picture. I'd like 1 million of them all on myself. I want a doctor to take your picture so I can look at you from inside as well. You've got me turning up and turning down, I'm turning in, I'm turning out, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Alors, c'était un extrait d'un clip réalisé par Murakami, un clip avec Kirsten Dunst, qu'on voit déguisée un petit peu en manga, qui a les cheveux bleus et qui déambule dans les rues de Tokyo. Le clip s'appelle Japanese Turning. Sur Radio Libertaire, avec Piqueco la technique, Jean l'instruction publique, qui va vous parler à l'instant même des expositions à ne pas manquer. Surtout. Surtout. La première, c'est Hyper Versailles. Oui. Hein? Non, mais je sentais que... mais bon, Jean. Je sentais que tu avais besoin d'un prétexte pour y traîner tes guêtres. Oui. De communard. Oui, mon Jean. Communard à Versailles. Et musée Lambinet. On ne devrait pas leur laisser le musée Lambinet, exactement. Oh non, c'est 54 génial. Boulevard de la Reine, tu vois, c'est tout pour te plaire. Hein. Ah oui, Lambinet, Boulevard de la Reine. 78 000 Paris. Jusqu'au 2204. Tu n'as plus beaucoup de temps, mon cher Robert. Bon. Hein? Le photographe Jean-François Rosier transcende chaque bâtiment et chaque paysage de Versailles
en créant des perspectives oniriques. Le spectateur est happé en fait par ces images orchestrées et projetées à l'infini, impressionnant dédale où évoluent personnages historiques, figures symboliques et animaux. L'artiste met en scène au travers d'une trentaine d'œuvres des lieux patrimoniaux emblématiques de la cité royale, sous un angle spectaculaire et sublimé où le rêve et le fantastique se mélangent à la réalité. Grand format très impressionnant, ces compositions photographiques conçues comme des spectacles donnent le vertige. Voilà, c'est vraiment une façon différente de voir Versailles. Et puis Christopher Wool, là c'est en référence à l'art contemporain qui était le thème de notre émission, au musée d'art moderne, 11 avenue du Président Wilson, 75 116 Paris, ça c'est jusqu'au 19 août 2012. Oui, on a le temps là. Première, on a le temps de ne pas y aller. Oui. Non. Première exposition à Paris de Christopher Wool, qui explore les territoires de la peinture abstraite par une continuelle interrogation du procédé pictural. Recours à la répétition, application des méthodes d'art conceptuel et minimal, adaptation d'images photographiques et travail avec différentes techniques comme le spray, l'encre pour sérigraphie et la reproduction numérique. Conçue en étroite collaboration avec l'artiste, l'exposition se concentre sur plus d'une trentaine d'œuvres de grand format, peintes entre 2000 et aujourd'hui. Ces peintures les plus récentes font preuve d'une grande liberté formelle, mon cher Robert. Bien, mon Jean, écoute, je conseille donc, non, je conseille pas, parce qu'on ne conseille jamais ici, on suggère à nos auditeurs courageux d'y aller avant le 19 août 2012. Vous avez le temps, mais il ne faut pas l'oublier. Bon. Voilà. Donc c'était pour illustrer cette exposition de Christopher Wool, un morceau de Steve Reich, qui est un artiste new-yorkais, qui est aussi un des pionniers de la musique minimaliste. Et ce morceau s'appelait City Life. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui va bientôt, comme je vous en ai prévenu il y a quelques minutes, s'éteindre tout doucement. Attends, juste avant de te laisser te lâcher sur les bonnes œuvres de l'AFA, oui. Je vais préciser que tu es tout seul la semaine prochaine. Ah oui. Ouais. Oui, parce que... Pour une émission qui fera date. Oui. Non, c'est vrai, vous avez préparé ça tous les deux. Oui, c'est ça, Jean. Avec beaucoup de cœur. Et tout, oui, Jean. J'ai cru comprendre. Oui, tu as cru comprendre. Tu peux en dire un tout petit mot ou... Oui, on parlera d'un peintre que j'ai découvert récemment, d'ailleurs. C'est étonnant, parce qu'il y a des peintres qui ont 80 ballets,
qui font du boulot depuis des décennies et que je découvre seulement maintenant, qui s'appelle Jean Rustin. Voilà, Jean Rustin, qui habite Bagnolet, où notre Jean va bientôt avoir son atelier, si tout se passe bien. Enfin, ça fait un moment que ça dure, mais bon, on ne désespère pas d'aller y pendre une crémaillère de ces quatre, rue Sadi Carnot. Mais donc, Jean Rustin a passé toute sa vie là, et il est encore apparemment vivant, et il fait une peinture qui m'impressionne beaucoup. Voilà. C'est à toi. Ah, c'est toujours à moi bon. Je croyais que c'était... Ah, tu croyais t'en tirer comme ça. À Donc, table. à table. Donc, les annonces de nos œuvres, des œuvres de la Fédération anarchiste, dont nous sommes des militants convaincus. Alors, pour cette radio que vous entendez tous les mardis matins, mais pas seulement, qui a besoin d'entretenir son matériel, un matériel qui est assez fragile. On en a fait l'expérience récemment, lorsque l'ordinateur de la régie a cramé.